Un verre d'eau glacée jeté par une femme portant un demi-million de dollars en diamants. La cible, une serveuse gagnant à peine le SMIC, trempée et humiliée au centre du restaurant le plus exclusif de Paris. Les autres convives ne font que regarder, silencieux, critiques. La femme riche sourit, prête à faire renvoyer la jeune fille. Mais c'est alors qu'il apparaît. Le propriétaire, Adrien Blanchard, un homme qui contrôle des empires depuis son bureau Pentouze. Il passe devant la femme riche, devant le directeur tremblant et s'arrête devant la serveuse dégoulinante. Et puis, dans un geste qui brise le silence, le milliardaire tombe à genoux. Quel secret cette pauvre fille détient-elle pour mettre un roi à ses pieds? L'air à l'intérieur du Céleste était différent. Il semblait plus fin, plus pur, et sentait vaguement les agrumes vieillis et l'argent ancien. Pour Amélie Vance, 24 ans et perpétuellement en retard sur son loyer, le respirer était comme un privilège qu'elle n'avait pas mérité. Le Céleste n'était pas seulement un restaurant. C'était une forteresse de statues dans le 8e arrondissement, un lieu où des conversations chuchotées pouvaient lancer une entreprise ou couler une campagne politique. Les assiettes étaient des Villeroy et Boch, les couverts en argent massif, et la marge sur le vin était, selon les calculs d'Amélie, à peu près équivalente aux frais médicaux mensuels de son frère. Amélie était nouvelle. Désespérément, visiblement nouvelle. Elle avait obtenu le poste grâce à un mélange de chance pure et d'un désespoir d'acier que Mathieu Rossi, le formidable maître d'hôtel du restaurant, avait pris pour de l'aplomb professionnel. Amélie apprenait vite. Elle apprit à porter les lourds plateaux d'argent en équilibre parfait sur une paume, le bras endolori. Elle apprit à mémoriser quel client préférait son eau pétillante avec une tranche de citron vert plutôt qu'une rondelle de citron jaune. Elle apprit à devenir invisible, un poltergeist silencieux dans un uniforme noir impeccable, là pour anticiper un besoin avant qu'il ne se forme complètement dans l'esprit d'un client. Sa vie en dehors de ces murs dorés était un contraste brutaliste et saisissant. Elle vivait dans un 4e étage sans ascenseur dans un quartier moins à la mode de Belleville. Un petit appartement à la peinture écaillée et au radiateur qui cliquetait comme une sonnette d'alarme. La seule vraie chaleur de l'appartement venait de son frère de 16 ans, Léo. Léo était son monde. Il était brillant et sarcastique, un artiste en herbe qui dessinait des super-héros dans les marges de ses manuels scolaires. Il souffrait également d'une maladie auto-immune rare qui nécessitait un cocktail de médicaments si cher qu'il semblait fictif. Le salaire d'Amélie de son travail de barista le matin couvrait à peine leurs courses. Le Céleste, avec sa promesse de pourboire de milliardaire, était leur seul espoir. Vance, siffla Mathieu Rossi, sa voix un sifflement bas qui perçait la symphonie de la cuisine des casseroles qui s'entrechoquaient. Table 7, Madame de la Rochefoucauld. Elle est particulière. Ne la regardez pas dans les yeux à moins qu'elle ne vous adresse la parole, et ne parlez que si on vous parle. Remplissez son verre d'eau. Badois, très fraîche. Pas de glace, une tranche de citron vert, pas jaune. Avant qu'elle n'ait à le demander. Allez. Amélie hocha la tête, la gorge serrée. Elle avait entendu parler de Béatrice de la Rochefoucauld. Le personnel parlait d'elle de la même manière que les marins pourraient parler d'un récif dangereux. Elle s'approcha de la table, son plateau d'argent tenu haut. La table 7 était l'emplacement de choix du restaurant, une banquette en velours moelleux donnant sur le petit jardin privé. Béatrice, drapée dans une robe rouge sang et portant suffisamment de diamants pour faire un signal à un navire, tenait sa cour avec 3 autres femmes qui ressemblaient à des variations polies et chères d'elles-mêmes. Et puis Arthur a simplement acheté la galerie, disait Béatrice, son rire comme du verre brisé tintant. Il a dit « Chérie, pourquoi acheter le tableau quand on peut posséder le mur ?» Amélie se déplaçait avec un silence exercé. Elle tendit la main vers le verre d'eau vide. « Excusez-moi. » Amélie se figea. La voix était tranchante, froide. Béatrice de la Rochefoucauld tourna lentement la tête, ses yeux lourdement maquillés de mascara la scrutant. Ce n'était pas un regard. C'était une évaluation, une expertise de bétail. « Quel est votre nom ?» demanda Béatrice. « Amélie, madame. »« Amélie » répéta Béatrice, goûtant le nom et le trouvant manifestement fade. « Vous êtes nouvelle. Ça se voit. Vous avez cet air effrayé. Ce n'est pas professionnel. Ne rôdez pas. Faites simplement votre travail. »« Oui, madame. Je remplissais juste votre. » « Vous m'interrompiez, » lança Béatrice en se retournant vers ses amis. Bref, comme je le disais, Deauville est tout simplement insupportable à cette période de l'année. Amélie se retira, les joues en feu. Elle n'avait pas dit un mot. Elle avait simplement existé trop près du soleil. Elle s'occupa à une station de service voisine, polissant des couverts déjà impeccables. Ses mains tremblant légèrement, elle serra le simple médaillon autour de son cou, une habitude nerveuse. C'était son seul héritage, un petit ovale d'argent cabossé que sa mère lui avait donné.
Il était ancien, peut-être victorien, avec un V stylisé gravé sur le devant. C'était sa seule pièce de continuité, la seule chose qui la reliait à un passé dont elle ne savait rien. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle débarrassait le plat principal de la table 7, Béatrice l'arrêta de nouveau. « Ce collier » dit Béatrice en faisant un geste avec un doigt bagué dédaigneux. « C'est du vrai ?» Amélie fut stupéfaite par la question. « Madame, votre collier, il est charmant. C'est une pièce de famille, ou vous l'avez trouvé dans une boîte de Bonux. » Les autres femmes ricanèrent. Amélie sentit la chaleur familière lui monter au visage. « C'était à ma mère, madame. »« Comme c'est mignon, » dit Béatrice, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Un petit bout de sentiment. Personnellement, je trouve que le sentiment est un luxe de pauvres. C'est ce qu'ils ont à la place des actifs. Vous pouvez y aller maintenant, Amélie. Amélie retourna à la cuisine, la mâchoire si serrée qu'elle lui faisait mal. Elle pensa à Léo, à la pile d'enveloppes à fenêtres bleues sur leur table de cuisine. Elle pensa aux 800 € de tickets modérateurs dont elle avait besoin pour vendredi. Elle prit une profonde inspiration de l'air cher parfumé aux agrumes et força ses épaules à se redresser. Elle endurerait. Elle serait invisible. Elle survivrait à Béatrice de la Rochefoucauld. Elle ne savait pas que la nuit ne faisait que commencer et que Béatrice n'en était qu'à son échauffement. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de services frénétiques et à haut risque. Le Céleste fonctionnait à son apogée, une machine bien huilée d'excellence culinaire et de services obséquieux. Amélie servait des assiettes de foie gras poêlé, décantait des bouteilles de Château Margaux à 2000 € pour des tables de gestionnaires de fonds spéculatifs et souriait jusqu'à ce que son visage ressemble à un masque de porcelaine. Elle évitait la table 7, une tâche facilitée par le fait qu'un des serveurs principaux du restaurant, un homme d'élégant nommé Luc, avait pris en charge leur service principal. Amélie était reléguée à l'eau et au pain, les échelons les plus bas de l'échelle du service. Elle était reconnaissante de cette rétrogradation. Mais Béatrice de la Rochefoucauld n'était pas le genre de femme à être oubliée ou à se laisser oublier. Elle était un trou noir de besoin, exigeant l'attention de chaque membre du personnel dans son orbite. Elle renvoya sa sole meunière 2 fois, une fois parce qu'elle était pathétiquement tiède, et une seconde fois parce que le citron était trop affirmé. Mathieu Rossi, le maître d'hôtel, était un élément permanent à ses côtés, son visage un masque de préoccupation apologétique, sa colonne vertébrale rigide. Bien sûr, Madame de la Rochefoucauld. Mes excuses. Nous allons corriger cela immédiatement. Amélie observait l'échange de loin. Elle vit le mouvement du poignet de Béatrice, le regard impérieux, le plaisir non dissimulé qu'elle prenait à faire ramper un homme puissant. C'était une performance, et tout le restaurant était son public involontaire. À 21h30, la tension atteignit son paroxysme. Béatrice fit signe à Amélie. Pas à Luc. Pas à Mathieu. À Amélie. Amélie sentit un nœud se serrer dans son estomac. Elle s'approcha de la table. « Oui, madame. »« Mon eau » dit Béatrice en tapotant son verre avec un ongle parfaitement manucuré. Le verre était à moitié plein. Elle est restée là. Je peux voir l'air dedans. Elle est plate. J'exige un verre frais avec de la glace fraîche et un citron vert frais. Bien sûr, madame. Immédiatement. Amélie récupéra le verre. Elle se rendit à la station de service, ses mains bougeant avec précision. Elle prit un gobelet en cristal réfrigéré. Elle utilisa des pinces en argent pour sélectionner 3 glaçons clairs et parfaits. Elle versa la badoie jusqu'à ce qu'elle pétille juste en dessous du bord. Elle ajouta une tranche de citron vert fine comme du papier. Elle la plaça sur un petit sous-verre en argent et la ramena. C'était la partie du travail qu'elle détestait, le gaspillage pur et simple. Mais c'était le travail. Elle plaça le verre frais sur la table à la droite de Béatrice. « Votre eau fraîche, Madame de la Rochefoucauld. » Béatrice ne le regarda même pas. Elle était dans une discussion animée avec ses amis à propos du nouveau yacht d'une rivale. Amélie commença à se retirer, reconnaissante d'avoir échappé. « Attendez !» Amélie se retourna. Béatrice prit le nouveau verre d'eau. Elle le fixa, sa lèvre supérieure se retroussant de dédain. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » ?»« C'est votre eau, madame. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » dit Béatrice, sa voix dangereusement calme. « Je suis désolée, madame. C'est de la badoie. 3 glaçons, une tranche de citron vert. Vous me remettez en question ?» Les yeux de Béatrice brillèrent. Elle appréciait cela. C'était le point culminant de sa performance. « J'ai dit que je voulais de la glace fraîche. Cette glace, » elle piqua un glaçon avec son ongle, vient clairement du fond du bac. Elle est trouble. Et ce citron vert, c'est un quartier, pas une tranche. Êtes-vous aveugle ou simplement stupide ? Amélie regarda le citron vert.
C'était une tranche. Elle l'avait coupée elle-même. Madame, je m'excuse. Laissez-moi vous en chercher un autre. Ne vous donnez pas la peine, dit Béatrice, sa voix s'élevant. Toute cette soirée n'a été qu'une déception après l'autre. Cet endroit est censé être le meilleur, mais il laisse clairement entrer la racaille. Elle regarda directement Amélie, puis son médaillon, qui avait glissé dessous le col de son uniforme. Des gens qui ne connaissent pas la différence entre la qualité et ça. Madame de la Rochefoucauld, s'il vous plaît, dit Amélie, sa voix tremblant légèrement. Elle pouvait sentir les yeux des autres tables sur elle. Le faible bourdonnement des conversations du restaurant avait faibli. « Laissez-moi arranger ça. »« Vous ne pouvez pas arranger ça, » cracha Béatrice. « C'est vous le problème. Vous avec votre petite attitude bon marché et votre pathétique petit collier. Vous n'avez pas votre place ici. Et puis c'est arrivé. Ce n'était pas un déversement. Ce n'était pas un accident. C'était un acte de malveillance délibéré et calculé. » Béatrice de la Rochefoucauld prit le verre d'eau glacée, regarda Amélie droit dans les yeux, et d'un coup de poignet, lui jeta tout le contenu au visage. Le froid frappa Amélie comme un coup physique. Les glaçons heurtèrent sa poitrine et tombèrent sur le sol, glissant sur le marbre. L'eau, incroyablement froide, trempa le devant d'eux. Sa chemise blanche. Une tache sombre et grandissante d'humiliation. Elle coula le long de son tablier noir jusque dans ses chaussures. Une goutte d'eau s'accrocha à son cil. Le restaurant devint complètement, profondément silencieux. Le cliquetis des couverts s'arrêta. La musique, un doux piano classique, sembla s'évanouir. Amélie resta là, dégoulinante, le souffle coupé par le froid. Béatrice de la Rochefoucauld reposa le verre vide sur la table avec un clic satisfait. Elle se rassit, un petit sourire cruel jouant sur ses lèvres. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, une scène, une victoire. Maintenant, dit Béatrice à la salle silencieuse, sortez-moi cette chose maladroite de ma vue, et que quelqu'un m'apporte un vrai verre. Le temps sembla se figer. Amélie était piégée dans l'ambre de ce moment, l'eau glaçant sa peau, le silence de la salle l'assourdissant. Elle pouvait sentir des dizaines de perdus la disséquer. Elle vit de la pitié chez certains, de l'amusement chez d'autres, et une froide indifférence chez la plupart. C'étaient des convives, et le divertissement de leur dîner venait d'arriver. Sa formation prit le dessus. Ne pas engager. Ne pas escalader. S'excuser. Mais les mots ne venaient pas. Sa gorge était nouée, fermée par une combinaison de choc et d'une rage blanche et brûlante qui couvait sous l'eau glacée. Elle avait été insultée. Elle avait été moquée. Mais ceci, c'était une violation. C'était une agression. Commença-t-elle, sa voix un murmure rauque. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as perdu ta langue? La nargua Béatrice en tamponnant le coin de sa bouche avec une serviette en lin. Où est-ce que la glace l'a gelée? Les femmes à sa table gloussèrent, couvrant leur bouche comme des écolières. Madame de la Rochefoucauld. Mathieu Rossi était soudain là, glissant sur le sol comme une panthère, son visage pâle de fureur. Mais Amélie ne pouvait pas dire contre qui. Monsieur Rossi, enfin, soupira Béatrice en feignant l'épuisement. Votre serveuse vient de... Eh bien, regardez ça. Elle a fait tomber le verre, a éclaboussé de l'eau sur toute ma table, et maintenant elle reste là dégoulinée. C'est dégoûtant. J'ai complètement perdu l'appétit. C'était un mensonge flagrant, audacieux dans sa simplicité. Amélie regarda, stupéfaite. Elle me l'a jeté dessus, murmura Amélie, les mots se libérant enfin. Les yeux de Mathieu passèrent d'Amélie à sa précieuse cliente fortunée. Il fit un calcul rapide comme l'éclair. Béatrice de la Rochefoucauld et son mari dépensaient, selon son estimation, plus de 200 000 € par an dans ce restaurant et ses propriétés sœurs. Amélie Vance était une nouvelle recrue, remplaçable, une personne sans importance. Mademoiselle Vance, dit Mathieu, sa voix terrifiante de calme et de bassesse. Vous allez vous excuser auprès de Madame de la Rochefoucauld pour ce dérangement. Et ensuite, vous irez immédiatement à l'arrière. La tête d'Amélie se releva brusquement. M'excuser de quoi? Elle m'a agressé. Amélie, prévint Mathieu, ses yeux comme de l'acier. N'aggravez pas les choses. Aggraver les choses? Le choc d'Amélie cédait maintenant la place à un courage dangereux et téméraire. Le genre qui ne vient que lorsque vous n'avez plus rien à perdre. Elle ment. Vous prenez son parti. Insolence, déclara Béatrice en frappant la table de sa main. Avez-vous entendu ça, Mathieu? Elle est déséquilibrée. Je viens ici pour un dîner paisible, et je suis accosté par votre personnel ingérable et hystérique. Je veux qu'elle soit renvoyée. Maintenant. Devant moi. La lèvre inférieure tremblante, Amélie regarda Mathieu, faisant appel à l'homme qui l'avait embauché,
l'homme qui avait complimenté son éthique de travail la veille encore. « Monsieur Rossi, s'il vous plaît. Je ne faisais que rester là. » Mathieu grimaça visiblement. Il détestait ça. Il détestait la scène. Il détestait la cruauté de Béatrice, et il détestait la position dans laquelle elle l'avait mis. Mais le calcul de l'hôtellerie de luxe était froid et implacable. Le client, surtout ce client, avait toujours raison. « Amélie, dit-il, sa voix pleine d'une finalité soudaine et lasse. Allez dans mon bureau, nettoyez-vous. Nous discuterons de votre emploi. » C'était une condamnation à mort. « Nous discuterons de votre emploi » était la manière polie et corporative de dire « vous êtes viré ». Des larmes, chaudes et en colère, montèrent enfin aux yeux d'Amélie, brouillant les visages des convives. Elle avait échoué. Elle avait enduré la moquerie de son médaillon, les insultes, les services de 12 heures, tout ça pour rien. Parce qu'une femme riche s'ennuyait, Amélie était renvoyée. Parce qu'une femme qui s'ennuyait était cruelle, Léo risquait de ne pas avoir ses médicaments. L'injustice de la situation était un poids physique, plus lourd que n'importe quel plateau d'argent. Elle se tourna, sa chaussure trempée couinant honteusement sur le marbre. Elle ne donnerait pas à Béatrice la satisfaction de la voir pleurer. Elle garda la tête haute, son médaillon d'argent cabossé se balançant librement, humide contre sa chemise ruinée. Elle fit un pas. Deux. Stop. La voix n'était pas celle de Mathieu. Ce n'était pas celle d'un client. C'était une nouvelle voix, une voix qui semblait commander l'air même de la pièce, faisant chuter la température de 10 degrés supplémentaires. Elle venait de l'entrée privée à l'autre bout de la salle à manger. Une porte discrète et non marquée qui menait à l'ascenseur du Penthouse du propriétaire. Debout dans l'embrasure de la porte, encadré par le bois sombre et poli, se tenait un homme. Il était grand, vêtu d'un costume anthracite foncé impeccablement taillé, sans cravate. Ses cheveux noirs étaient légèrement en désordre, et ses yeux, d'un gris surprenant et intense, étaient fixés sur la scène. Il ressemblait moins à un restaurateur qu'à un loup qui venait d'être invité dans un poulailler. C'était Adrien Blanchard, le propriétaire milliardaire, l'énigme, l'homme qui possédait l'immeuble, le quartier et la moitié de la ligne d'horizon. Il ne venait jamais dans la salle à manger. Béatrice de la Rochefoucauld, qui avait l'air triomphante, parut soudainement fascinée. Toute son attitude changea. Le sourire cruel avait disparu, remplacé par un sourire flatteur et aguicheur. « Adrien, chéri » roucoula-t-elle en se levant et en lissant sa robe rouge. « Quelle surprise ! J'étais justement en train de parler à Mathieu de cette affreuse petite situation. » Les yeux gris d'Adrien Blanchard ne se tournèrent pas vers Béatrice. Ils ne la reconnurent même pas. Ils passèrent devant elle, devant les convives bouche bée, devant le terrifié Mathieu Rossi. Son regard se posa avec une concentration troublante et absolue sur Amélie. Il regarda sa chemise trempée. Il regarda la flaque à ses pieds. Il regarda les larmes de défi et de terreur dans ses yeux. Et puis ses yeux tombèrent sur le petit médaillon cabossé posé contre sa clavicule. Le monde entier sembla s'arrêter pour lui. Il prit une inspiration brusque et audible. Béatrice, sentant qu'elle était ignorée, essaya de nouveau. « Adrien, cette serveuse, elle a complètement gâché ma soirée. Elle. »« Taisez-vous, » dit Adrien Blanchard, sa voix douce, mais avec un tranchant qui coupa court à son bavardage et la laissa debout, la bouche ouverte. Il fit un pas en avant, ses chaussures en cuir chair claquant sur le marbre. Il passa devant les convives stupéfaits. Il passa devant la table 7, ignorant Béatrice de la Rochefoucauld comme si elle était un meuble. Il s'arrêta juste en face d'Amélie. Il était proche, si proche qu'elle pouvait voir la légère cicatrice sur sa mâchoire, la profondeur impossible de ses yeux gris. Il scrutait son visage, son expression empreinte d'une incrédulité profonde et bêtée. « Comment » dit-il, sa voix rauque. « Vous appelez-vous » Amélie, murmura-t-elle, son cœur battant la chamade contre ses côtes. « Amélie Vance. » Adrien Blanchard ferma les yeux une fraction de seconde, comme s'il était frappé. « Vance. » Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais vers le médaillon. Son doigt plana au-dessus de la gravure en V argenté. « Où avez-vous eu ça ?»« C'était à ma mère, » dit Amélie, confuse. « C'est juste un vieux médaillon. »« Ce n'est pas le cas, » murmura-t-il, une énergie étrange et frénétique dans sa voix. « C'est le blason des Vance. Ça fait 20 ans que je cherche. Ça fait 20 ans que je cherche ça. » Et puis, devant les clients silencieux et scandalisés du restaurant le plus élitiste de Paris, devant la Béatrice bredouillante et le Mathieu mortifié, Adrien Blanchard fit l'impossible. Il tomba lentement, délibérément, à genoux. Il s'agenouilla sur le sol en marbre dans la flaque d'eau aux pieds d'une serveuse dégoulinante et humiliée. Il inclina la tête. « Mademoiselle Vance, » dit Adrien Blanchard, sa voix épaisse d'une émotion qu'Amélie ne pouvait nommer.
Au nom de ma famille, je vous prie de me pardonner. Le hoquet collectif qui remplit la pièce fut si vif qu'il sembla aspirer l'oxygène de l'air. Les convives qui avaient fait semblant de ne pas regarder se levaient maintenant, tendant le cou. Des téléphones portables furent discrètement levés, bien que personne n'osât utiliser un flash. Un milliardaire, un Blanchard, à genoux devant une serveuse dans une flaque de sa propre humiliation. La scène était incompréhensible. Béatrice de la Rochefoucauld avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Son visage, il y a quelques instants rouge de victoire, était maintenant un masque de confusion blanc-craie et d'horreur naissante. « Adrien, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça » balbutia-t-elle, sa voix un couinement strident. « C'est une blague, n'est-ce pas? Lève-toi. Tu mouilles ton costume. Ce n'est personne. » Adrien Blanchard ne bougea pas. Il resta à genoux, la tête inclinée vers Amélie, une posture de supplication si profonde qu'elle était presque médiévale. Amélie elle-même était figée dans un choc pur et sans mélange. Son esprit était une bousculade frénétique. C'est un rêve. Je dors dans le vestiaire du personnel. C'est une farce. Il me confond avec quelqu'un d'autre. Monsieur, murmura Amélie, sa voix tremblant si fort qu'elle pouvait à peine former le mot. Levez-vous, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Adrien leva la tête. Ses yeux gris intenses brillaient maintenant d'une émotion insondable. Ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de plus profond. C'était la reconnaissance. Je suis Adrien Blanchard, dit-il comme s'il se présentait pour la première fois. Mon grand-père était Alistair Blanchard. Le nom ne disait rien à Amélie. Elle secoua simplement la tête, des gouttelettes d'eau s'échappant de ses cheveux. Je suis désolé. Je ne. Adrien, arrête ça, hurla Béatrice, retrouvant enfin ses esprits. Elle s'approcha, ses diamants étincelants. Tu te ridiculises et tu me ridiculises. Quelle que soit cette pièce, elle est terminée. Renvoyez-la et prenons un verre. Elle tendit la main pour saisir le bras d'Adrien, pour le relever physiquement. Ne, dit Adrien, sa voix s'élevant en un ordre sonore et terrifiant. Me touchez pas. Il se releva, non pas à la hâte, mais avec une puissance lente et délibérée. Il se tourna pour faire face à Béatrice. Il était de plusieurs centimètres plus grand qu'elle, et alors qu'il la regardait de haut, toute la chaleur, toute l'étrange émotion qu'il avait montrée à Amélie disparut. Son visage était maintenant sculpté dans la glace. Vous, dit-il, avez jeté de l'eau sur cette femme. Ce n'était pas une question. C'était un jugement. Elle était incompétente, se défendit Béatrice, mais sa voix était faible. Le pouvoir dans la pièce avait basculé violemment et complètement. Elle était incompétente, répéta Adrien, sa voix dangereusement douce. Alors vous, Béatrice de la Rochefoucauld, épouse d'Arthur de la Rochefoucauld, un homme qui, si je me souviens bien, siège à 2 des conseils d'administration de mes filiales, avait décidé de l'agresser dans mon restaurant. Ce n'était que de l'eau, s'écria Béatrice. C'est une domestique. Elle est payée pour. Elle n'est pas une domestique, la coupa Adrien, sa voix résonnant d'autorité. Elle est Amélie Vance. Et vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie sociale et financière. Il se tourna vers son maître d'hôtel. Mathieu Rossi avait l'air d'être sur le point de vomir. Mathieu, dit Adrien. Oui, monsieur Blanchard. Monsieur, balbutia Mathieu. Vous étiez là. Vous avez vu ça, monsieur. C'était une situation difficile. Madame de la Rochefoucauld est une cliente précieuse. Une cliente précieuse, termina Adrien pour lui. Et qu'avez-vous fait, Mathieu, quand vous avez vu cette cliente précieuse agresser un membre de votre personnel? Mathieu déglutit. J'essayais de désamorcer la situation, monsieur. En renvoyant mademoiselle Vance, demanda Adrien. Le visage de Mathieu devint blanc. Il n'avait pas de réponse. Vous auriez jeté la personne la plus importante à avoir jamais mis les pieds dans cet établissement, dit Adrien, sa voix remplie d'une froide déception, pour l'apaiser. Il pointa un doigt vers Béatrice. Elle. Une femme qui trouve son plaisir à humilier les gens qu'elle considère comme inférieurs. Qu'est-ce que cela dit de votre jugement, Mathieu? Monsieur, je ne savais pas. Non, dit Adrien, vous ne saviez pas. Il leur tourna le dos à tous les deux, un geste de renvoi ultime, et se tourna de nouveau vers Amélie. Son expression s'adoucit instantanément. Le roi était parti, et le pénitent était revenu. Mademoiselle Vance, Amélie, je sais que c'est un choc, dit-il, sa voix douce. Il retira sa propre veste de costume à 1000 €, un poids sombre et lourd de cachemire et de soie, et l'enveloppa autour des épaules trempées et tremblantes d'Amélie. Elle était chaude de son corps et sentait le cèdre et quelque chose de métallique comme la pluie. Elle s'y agrippa,
se noyant dans le tissu. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Pourquoi avez-vous Vance? Que signifie mon nom pour vous » Adrien regarda le médaillon, qui reposait maintenant contre le revers sombre de sa veste. « Votre médaillon, dit-il. Il porte le blason de la famille Vance. Mon grand-père, lui, et votre arrière-grand-père. » Ils se connaissaient. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à la pièce opulente, aux feuilles d'or au plafond, au velours moelleux, au cristal scintillant. « Ceci, dit-il, sa voix balayant la salle silencieuse. Tout ceci, le Céleste, l'immeuble Blanchard dans lequel il se trouve, le groupe Blanchard. Tout a été construit sur un partenariat. » Il prit une profonde inspiration, comme pour se préparer. C'était un partenariat entre Alistair Blanchard et Thomas Vance, votre arrière-grand-père. Un faible murmure parcourut les convives. « Ils l'ont construit ensemble, » continua Adrien, sa voix devenant plus forte, plus claire pour que tout le monde l'entende. « Ils étaient partenaires, meilleurs amis, jusqu'à ce que mon grand-père le trahisse. Le restaurant était maintenant un tribunal, et Adrien était un témoin à charge. Mon grand-père a utilisé une faille juridique, dit Adrien, sa voix brute d'une onde vieille d'une génération. Il a dilué les parts de votre arrière-grand-père, falsifié des documents, et l'a évincé. Il a volé ses brevets, sa participation, toute sa fortune. Il a tout pris. Il pointa le sol du doigt. La famille Vance a été ruinée, mise en faillite et déshonorée. Ils ont disparu. La famille Blanchard, nous avons construit un empire sur ce vol. Nous l'avons construit sur un mensonge. » Il regarda de nouveau Amélie, ses yeux gris brûlant les siens. « J'ai passé les 2 dernières décennies, déclara Adrien Blanchard, lié par la dernière volonté de mon père mourant, à chercher le dernier héritier de Thomas Vance. Quelqu'un à qui réparer le tort. » Il tendit la main, paume vers le haut, en direction d'Amélie. « Et maintenant, vous voilà, travaillant comme serveuse dans le bâtiment même qui aurait dû être le vôtre. » Il croisa le regard de Béatrice, dont le visage était un masque grotesque d'incrédulité. « Vous n'avez pas seulement jeté de l'eau sur une serveuse, Madame de la Rochefoucauld, » annonça Adrien, sa voix résonnant dans la vaste salle silencieuse. « Vous l'avez jetée sur la propriétaire légitime de la moitié de ma fortune. » Le silence qui suivit la proclamation d'Adrien Blanchard fut absolu. C'était un vide, un néant si total qu'Amélie pouvait entendre les battements frénétiques de son propre cœur, le goutte à goutte de l'eau tombant de sa veste sur le sol en marbre. La propriétaire légitime de la moitié de ma fortune. Les mots flottaient dans l'air, insensés, ridicules. Amélie sentit une vague de vertige si profonde qu'elle s'agrippa au revers de la lourde veste pour se stabiliser. C'était une erreur. Une erreur cruelle, élaborée, insensée. « Non, » murmura Amélie en secouant la tête. « Non, vous vous trompez. Ma famille, nous venions de Lyon. Mon père était mécanicien. Ma mère était secrétaire. Nous n'avons pas d'arrière-grand-père avec une fortune. Nous avons toujours été pauvres. La pauvreté vous a été imposée, dit Adrien, sa voix douce mais ferme. Les Vance n'ont pas seulement perdu leur argent. Ils ont perdu leur nom. Ils ont été contraints à l'obscurité. Traqués par les créanciers et les avocats de mon grand-père jusqu'à ce qu'ils doivent changer d'identité, déménager et effacer leur passé juste pour survivre. Mais ils ont gardé une chose. La seule chose qu'Alistair Blanchard n'a jamais pu trouver. Il tapota le médaillon. Le blason des Vance. La preuve. Béatrice de la Rochefoucauld retrouva enfin sa voix. C'était un son étranglé et laid. Vous êtes fou. Vous me dites que cet enfant possède cet immeuble. Vous mentez. C'est un tour. Un tour? Adrien se tourna vers elle, sa patience finissant par éclater. Pensez-vous que j'inventerais une histoire qui révèle le péché fondateur de ma famille? Qui avoue un siècle de fraude? Mes avocats travaillent sur un dossier de contingence pour ce moment depuis que j'ai repris l'entreprise. Un dossier nommé le protocole Vance. Ce restaurant, cet immeuble, tout est détenu dans un trust. Un trust que je suis légalement tenu de dissoudre et de réallouer au moment où un héritier prouvé de Thomas Vance serait identifié. Il regarda Amélie, son regard s'adoucissant à nouveau. Le médaillon était le signe. Votre nom était la confirmation. C'est impossible, balbutia Amélie. Elle pensa à Léo. Elle pensa à l'avis d'expulsion qu'elle lui avait caché. Si c'est vrai, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dit Adrien, sa voix baissant pour qu'elle seule puisse entendre, que votre vie telle que vous la connaissez est terminée. Cela signifie que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent, des médicaments ou du loyer. Cela signifie que je suis, à plus d'un titre, à votre service. Il s'était agenouillé auparavant, mais cette déclaration de fidélité était la véritable reddition.
Maintenant, dit Adrien en se tournant vers l'ensemble de la salle, sa voix redevenant celle d'un PDG, d'un commandant. Il pointa du doigt Béatrice, qui tremblait, non pas de rage, mais d'une peur primale et authentique. « Madame de la Rochefoucauld, vous avez agressé une copropriétaire de cet établissement. Vous avez insulté ma partenaire. » Il sembla tester le mot, et il sembla convenir. « Vous et votre groupe partirez maintenant. »« Adrien, s'il vous plaît, » gémit Béatrice. Toute son arrogance avait disparu, remplacée par un ton désespéré et suppliant. « Mon mari, Arthur, il sera furieux. C'était une erreur, un malentendu. » Amélie. Elle se tourna vers Amélie, ses yeux grands ouverts d'une sincérité fausse et horrifiante. « Je suis tellement désolé. J'étais stressée. Je ne le pensais pas. » Amélie, enveloppée dans la veste d'un milliardaire, fixant la femme qui l'avait humiliée, sentit un calme étrange et froid s'installer en elle. Elle ne dit rien. « Il est trop tard pour ça, Béatrice, » dit froidement Adrien. « Votre ligne de crédit, dans toutes les propriétés Blanchard, est révoquée. Vos adhésions au club sont terminées. Et j'aurai une longue conversation avec votre mari, Arthur, sur la sagesse de ses nominations au conseil d'administration. Je soupçonne qu'il trouvera sa position intenable. » C'était le coup de grâce. Il ne la mettait pas seulement dehors. Il démantelait sa vie. « Vous ne pouvez pas, » hurla Béatrice. « Je peux, » dit Adrien. « Et je le ferai. » Mathieu Rossi, qui avait observé tout cela se dérouler comme un match de tennis, se mit au garde à vous. « Monsieur, faites escorter Madame de la Rochefoucauld et ses amis par la sécurité. Hors du bâtiment, pas seulement du restaurant, dehors dans la rue. »« Oui, monsieur Blanchard. » Mathieu fit un signe, et deux grands hommes en costume noir discret émergèrent de l'ombre près de l'entrée. Ils se dirigèrent vers la table. Les amis de Béatrice, qui étaient restées silencieuses, s'éparpillèrent de la banquette comme si elle était radioactive. « Béatrice, nous allons juste. » Elles prirent leur sac à main et s'enfuirent, laissant Béatrice affronter seule les conséquences. « Non, ne me touchez pas !» cria-t-elle alors que les gardes de sécurité la prenaient doucement mais fermement par les bras. « Vous le regretterez. Vous le regretterez tous. Je vais vous poursuivre en justice. Savez-vous qui je suis ? » « Vous êtes une personne, » dit Adrien Blanchard, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, qui n'est plus la bienvenue ici. Elle fut conduite à travers la salle à manger, devant les convives silencieux qui la fixaient, sa robe rouge tordue, son visage un masque de rage apoplectique. Les portes du céleste se refermèrent derrière elle, et le silence qu'elle laissa dans son sillage était encore plus profond. Le spectacle était terminé. Adrien se tourna, sa posture s'affaissant légèrement, comme si les 10 dernières minutes lui avaient coûté des années. Il regarda les convives restants, qui baissèrent rapidement les yeux sur leurs assiettes. « Mes excuses pour le dérangement », annonça-t-il à la salle. « Le dîner et toutes les boissons pour tout le monde sont offerts par la maison ce soir. S'il vous plaît, profitez du reste de votre soirée. » Un bourdonnement de chuchotements excités et incrédules éclata. Il venait d'offrir une salle qui représentait probablement plus de 100 000 € d'addition. Puis il redevint tout à fait professionnel. Il se tourna vers Amélie. « Êtes-vous bien ? Vous tremblez. Vous avez froid. »« Je crois que je suis en état de choc, » dit Amélie, ses dents claquant. « Mathieu, » appela Adrien. Le maître d'hôtel accourut, le visage toujours pâle. « Monsieur Blanchard, annulez le service de Mademoiselle Vance. Annulez tous ses futurs services. Demandez à une des hôtesses de lui trouver des vêtements secs dans le casier d'urgence du personnel, puis amenez-la à Montpentouse. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. »« Oui, monsieur. » Mathieu se tourna vers Amélie. « Mademoiselle Vance, mes excuses. » Yeah. Amélie regarda l'homme qui avait été sur le point de la renvoyer pour sauver sa propre peau. Elle vit la peur dans ses yeux, et pour la première fois de sa vie, elle sentit l'étrange et lourde sensation de pouvoir. Elle hocha simplement la tête. « Et Mathieu, » ajouta Adrien, « une pensée dangereuse. Monsieur, nous allons avoir une très longue conversation demain sur votre définition de la désescalade et sur le côté que vous soutenez vraiment. Vous travaillez pour le groupe Blanchard, et Amélie Vance, c'est le groupe Blanchard. Ne me laissez plus jamais vous voir l'oublier. »« Oui, monsieur, » murmura Mathieu, la tête baissée. « Cela ne se reproduira plus. »« Non, » acquiesça Adrien. « Ça ne se reproduira pas. » Il se tourna vers Amélie, sa voix s'adoucissant une fois de plus. « Allez vous réchauffer. Je vous rejoins en haut. Nous allons appeler mes avocats. Et puis, dit-il, vous allez me parler de votre frère Léo. » La tête d'Amélie se releva brusquement. « Comment saviez-vous pour Léo ?» Adrien lui fit un petit sourire triste.
Le protocole Vance ne consistait pas seulement à vous trouver, Amélie. Il s'agissait de vous connaître. Je sais que vous avez 2 emplois. Je sais que vous vivez à Belleville. Et je sais que votre frère est sur une liste d'attente à l'hôpital américain pour un essai clinique. Il marqua une pause. Le directeur général de l'hôpital américain me doit une faveur. Une très grande faveur. Les larmes qu'Amélie avait refusé de verser dans l'humiliation vinrent maintenant, chaudes et rapides. Mais ce n'étaient pas des larmes de colère. C'étaient les larmes d'une soupape de pression relâchant un poids qu'elle avait porté pendant des années, qui se soulevait soudainement, incroyablement. « Allez, dit-il doucement. Votre nouvelle vie commence maintenant. » L'ascenseur qui menait aux pentouses d'Adrien Blanchard n'était pas comme les ascenseurs publics. On y accédait par une clé privée, tout en acajou sombre et en bronze brossé, et il se déplaçait avec une vitesse silencieuse et vertigineuse. Amélie, maintenant vêtue d'un simple t-shirt noir et d'un pantalon provenant du casier d'urgence du personnel, serrait la veste de costume d'Adrien autour d'elle comme une armure. Elle était seule avec Mathieu, qui n'avait pas dit un mot, son visage un masque sombre de professionnalisme. Le tintement de l'ascenseur à son arrivée fut un soulagement. Les portes s'ouvrirent non pas sur un couloir, mais directement dans l'appartement d'Adrien. Si le céleste était une forteresse de statues, ceci était le donjon du roi. C'était une vaste étendue de verre et d'acier sur 2 étages, offrant une vue à 360 degrés sur les toits de Paris. Les lumières de la ville scintillaient en dessous d'eux comme un tapis de diamants. Le mobilier était minimaliste, cher et sur mesure. Une seule peinture abstraite massive dominait un mur. Adrien était déjà là, debout près des baies vitrées, un verre d'eau à la main. Pas pour lui. Pour elle. « Merci, Mathieu. Ce sera tout pour ce soir, » dit Adrien en le congédiant. « Monsieur, Mademoiselle Vance. » Mathieu leur fit un signe de tête à tous les deux, l'inclusion de son nom étant un nouveau signe de respect évident. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant Amélie seule avec l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré. « S'il vous plaît, » dit-il en désignant un canapé gris moelleux. « Asseyez-vous. Vous devez avoir 1 millier de questions. » Amélie s'assit sur le bord, le coussin s'enfonçant sous elle. « 1 million, murmura-t-elle en regardant la ville en contrebas. « Est-ce que c'est vrai? Tout ça? » Chaque mot, dit Adrien en s'asseyant dans un fauteuil en face d'elle. Il ne la dominait pas. Il s'assit comme un égal, les mains jointes entre ses genoux. Mon père, Richard Blanchard, a découvert la vérité lorsque son propre père, Alistair, était mourant. Alistair a tout avoué dans un accès de démence rongé par la culpabilité. Le vol, la falsification, la ruine de Thomas Vance. Il a avoué. Oui. Et mon père, il était un homme meilleur que le sien. Il était horrifié. Il a passé sa vie à essayer de rassembler discrètement toutes les preuves originales, les lettres, les contrats annulés, les virements bancaires. Il a créé le trust, le protocole Vance, avec une seule directive. Trouver l'héritier des Vance et restaurer ce qui avait été volé. Il est mort avant de pouvoir vous trouver. La tâche m'est revenue. Vous me cherchiez. Moi? N'importe qui portant le nom de Vance ayant un lien avec Thomas. C'était comme chercher un fantôme. Votre branche de la famille était la mieux cachée. Vous viviez sous un nom légèrement modifié jusqu'au décès de vos parents. C'est exact. Amélie hocha la tête, l'esprit en ébullition. Ma mère, elle disait que notre famille avait une mauvaise relation avec l'argent, que nous étions maudits. Elle n'a jamais expliqué. Elle m'a juste dit de garder la tête basse, de travailler dur, et de ne jamais faire confiance à quelqu'un qui me promettrait le monde. Elle vous protégeait, dit doucement Adrien. Et elle avait raison, aussi. Mon grand-père était un monstre. Ce qu'il a fait, il secoua la tête. Il n'a pas seulement volé une fortune, Amélie. Il a volé l'héritage de votre famille. Le médaillon, dit Amélie en le sortant de sous sa chemise. C'était la preuve. C'était la dernière pièce. Mon père avait une photographie de Thomas Vance, et il portait exactement ce médaillon. C'était son sceau personnel. Nous savions que l'héritier, s'il existait, pourrait encore l'avoir. Quand je l'ai vu sur vous, et que vous avez dit votre nom, j'ai su. Amélie fixa le morceau d'argent cabossé. Toute sa vie, ça avait été un simple objet sentimental. Maintenant, c'était une clé. Une clé pour un royaume dont elle ignorait l'existence. Alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle, sa voix faible. Maintenant? Dit Adrien en se penchant en avant. Nous commençons le transfert. Mes avocats vous rencontreront demain. Nous aurons besoin d'un test ADN, une formalité. Mais le médaillon et votre lignée sont une preuve suffisante pour moi. Le trust dicte un transfert de 50% de tous les actifs qu'il détient. 50%? Queen à Amélie.
De ça? Elle fit un geste vers la ligne d'horizon. Du groupe Blanchard, des immeubles, des chaînes hôtelières, des lignes maritimes, des investissements technologiques. De manière conservatrice, Amélie, vous valez maintenant environ 40 milliards d'euros. Amélie émit un petit son d'étouffement. Elle mit sa tête dans ses mains. 40 milliards d'euros. Elle s'était inquiétée pour un ticket modérateur de 800 euros. C'est trop, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment être ça. Vous n'avez pas à le faire, dit Adrien, sa voix la ramenant à la réalité. Vous n'avez à être rien d'autre qu'Amélie Vance. Vous ne dirigerez pas l'entreprise demain. C'est encore moi qui le ferai. Mais vous serez ma partenaire à part entière. Vous aurez un siège au conseil d'administration. Vous aurez un droit de veto. Et vous aurez une vie que vous ne pouvez même pas commencer à imaginer. Il se leva et se dirigea vers son bureau. Mais commençons par le commencement. Il prit son téléphone. Il appuya sur un seul bouton. « Docteur Harris » dit-il dans le téléphone. « Adrien Blanchard. »« Oui, je vais bien. Écoutez, je vous appelle pour ma faveur. Celle de l'acquisition de Genève. Oui. J'ai un nouveau patient pour vous. Il s'appelle Léo Vance. Il a 16 ans. Il est sur la liste d'attente pour votre essai auto-humain à l'hôpital américain. J'ai besoin qu'il soit placé en haut de la liste. Non, pas en haut. J'ai besoin qu'il soit admis ce soir. Envoyez une ambulance privée à cette adresse. » Amélie halta, déclamant son adresse de Belleville, les mains sur la bouche. « Vous l'avez entendu » dit Adrien dans le téléphone. « Oui, la meilleure suite, la meilleure équipe, toutes les dépenses, toutes doivent être acheminées par mon bureau de famille privé. Je me fiche de ce que vous devez faire. Faites-le. » Il écouta un moment. « Merci, Elias. Je vous suis redevable. » Il raccrocha. Il regarda Amélie, dont le visage était un masque de larmes stupéfaites. « Ils sont en route, » dit Adrien. « Une ambulance sera à votre appartement dans 20 minutes pour prendre Léo. Ils l'emmèneront dans la nouvelle aile d'immunologie pédiatrique de l'hôpital américain. Le docteur Harris supervisera personnellement son cas. C'est le meilleur au monde. » Amélie ne pouvait pas parler. Elle pleurait simplement. Un sanglot profond et secouant qui venait du plus profond d'elle-même, emportant des années de peur, de désespoir, du poids écrasant et solitaire de la responsabilité. Toute sa vie, elle s'était battue pour garder sa tête et celle de Léo juste au-dessus de l'eau. Et en une nuit, Adrien Blanchard ne lui avait pas seulement jeté une bouée de sauvetage, il lui avait donné l'océan tout entier. Adrien la laissa pleurer un moment, puis posa doucement une boîte de mouchoirs sur la table. « Il y a encore une chose, » dit-il, la voix hésitante. Amélie leva les yeux, s'essuyant les yeux. « Quoi ? La confession de mon père, les dossiers, le protocole Vance, tout est dans un coffre-fort. Il a laissé une lettre pour l'héritier, pour vous. Je ne l'ai jamais lue. Elle est dans le coffre. » Il se dirigea vers la peinture abstraite massive. Il appuya sur un panneau mural et la peinture siffla, glissant sur le côté pour révéler une porte de coffre-fort massive de haute sécurité. Il entra un code, scanna son pouce, et la lourde porte s'ouvrit avec un déclic. Il en sortit un instant plus tard, tenant une seule enveloppe jaunie scellée à la cire. Sur le devant, dans l'écriture élégante de son père, il y avait un seul mot, Vance. « Ceci, dit-il en le lui tendant, vous appartient. » Amélie, d'une main tremblante, prit la lettre qui contenait la vérité de son passé et la clé de son avenir. Les doigts d'Amélie tracèrent le sceau de cire. La lettre semblait lourde, un poids physique d'histoire. « Allez-y, » dit Adrien, sa voix douce. « Ouvrez-la. Vous êtes en sécurité. » Elle brisa le sceau. Le papier était épais, du papier à lettres chères, jauni par le temps. L'écriture à l'intérieur était élégante, mais la pression du stylo suggérait un homme écrivant avec une grande urgence, une grande douleur. À l'héritier de Thomas Vance, si vous lisez ceci, alors mon fils a réussi, et j'ai échoué. J'ai échoué à vous trouver de mon vivant. Mais plus que cela, ma famille a manqué à la vôtre d'une manière que les mots ne peuvent réparer. Je ne peux pas vous rendre votre arrière-grand-père. Je ne peux pas vous rendre les générations de paix et de prospérité qui ont été volées à votre lignée. Je ne peux pas effacer les difficultés, la peur et la pauvreté que vous avez probablement endurées. L'argent est un piètre substitut. C'est une dette, pas un cadeau. Ce que mon père Alistair a fait, il l'a fait par cupidité et par une insécurité désespérée et consciente. Il a volé son meilleur ami. Thomas Vance était un génie, un visionnaire. Alistair était un vendeur. L'Empire Blanchard a été construit sur la vision de Thomas et le crime d'Alistair. Cette lettre n'est pas une excuse. Une excuse n'est pas à moi de la donner.
C'est une confession et c'est un avertissement. L'argent changera tout. Il vous apportera le pouvoir, mais il attirera aussi ceux qui adorent le pouvoir. Des gens comme mon père. Vous aurez soudainement beaucoup d'amis. Vous serez soudainement belle, intelligente et fascinante pour tous ceux que vous rencontrerez. Ne vous y fiez pas, fiez-vous à ce que vous faisiez confiance avant ce jour. Fiez-vous aux instincts qui vous ont maintenu en vie. Faites confiance aux personnes que vous aimiez quand vous n'aviez rien. Mon fils Adrien a été élevé avec cette histoire. Il a été élevé pour connaître la dette que nous devons. C'est un homme bon, mais c'est un blanchard. Il est intense et il est impitoyable. C'est mon plus grand espoir qu'en réparant ce tort, il trouvera sa propre paix. Et qu'en s'associant à vous, la vision des Vance pourra enfin être jointe au moteur des Blanchards comme cela a toujours été prévu. Utilisez ce pouvoir. Ne le laissez pas vous utiliser. Avec mes plus profonds respects, Richard Blanchard. Amélie termina la lettre, les larmes brouillant les dernières lignes. Elle leva les yeux vers Adrien, qui la regardait avec une expression douloureuse et interrogatrice. C'était un homme bon, murmura Amélie en pliant la lettre. C'était un homme hanté, dit Adrien. Il a vécu toute sa vie dans l'ombre du péché de son père. Il espérait que vous seriez celle qui ramènerait enfin la lumière. Une vibration dans la poche d'Amélie la surprit. C'était son smartphone bon marché et fissuré. Un texto de Léo. Léo, Amélie, où es-tu? Des types en costume sont là avec une ambulance. Ils disent qu'ils m'emmènent à l'hôpital américain. Ils parlent du docteur Harris. C'est fou. On a des ennuis? Amélie rit. Un vrai rire bouillonnant qui était à moitié un sanglot. Elle tapa une réponse avec des doigts tremblants. Amélie, c'est bon, Léo. Ce ne sont pas des ennuis. C'est le contraire. Va avec eux. Tout est payé. Je t'expliquerai tout plus tard. Je t'aime. Tout va bien se passer. Léo, tout est payé? Amélie, qui as-tu dévalisé? Elle rit de nouveau. Il est en route, dit-elle à Adrien en s'essuyant les yeux. Bien. Adrien sourit, un sourire authentique et sans garde qui transforma ses traits durs. Maintenant, pour vous. Vous ne pouvez pas retourner à cet appartement. Pas ce soir. Plus jamais. J'ai une aile pour les invités ici qui est plus grande que votre immeuble. Mon équipe de sécurité videra votre appartement demain. Pour l'instant, vous restez ici. Vous êtes l'atout le plus précieux et soudainement le plus vulnérable que le groupe Blanchard possède. Vulnérable. Amélie n'y avait même pas pensé. Béatrice de la Rochefoucauld est une idiote, mais c'est une idiote bien connectée. L'histoire de ce qui s'est passé ce soir sera dans toutes les chroniques mondaines dès demain matin. Un milliardaire s'agenouille devant une serveuse héritière. Ils vous dépeindront comme une Cendrillon, comme une croqueuse de diamants, comme une fraude. Nous devons prendre les devants. Mon équipe de relations publiques rédige déjà une déclaration. Nous tiendrons une conférence de presse. Une conférence de presse? Amélie sentit le sang quitter son visage. Vous ne serez pas seul, dit Adrien, son geste de la main l'incluant. Nous le ferons ensemble, en tant que partenaires. Il lui offrit sa main. Elle la regarda, une main forte et capable qui signait des chèques de milliards, qui venait de sauver la vie de son frère. Amélie Vance, la serveuse, prit sa main et se leva. Mais c'est Amélie Vance, l'héritière, qui la lâcha. Merci, Adrien, dit-elle, sa voix claire et stable. Le choc se dissipait, remplacé par une clarté froide et vive. Merci d'avoir honoré les vœux de votre père et pour Léo. C'est le moins que je puisse faire, dit-il. Non, dit Amélie, le moins que vous puissiez faire était de me donner de l'argent. Vous m'avez donné votre respect. Vous vous êtes agenouillé. Ça, dit Adrien, c'était pour l'honneur de ma famille, pas le vôtre. Vous l'aviez déjà. Un nouveau sentiment montait en elle, le pouvoir. Pas le pouvoir cruel et cassant de Béatrice, mais un pouvoir profond et fondamental, le genre dont Richard Blanchard avait parlé. Cette femme, dit Amélie, sa voix devenant glaciale. Béatrice. Vous l'avez ruinée, n'est-ce pas? Adrien hocha la tête. J'ai démantelé la carrière de son mari. Son statut social sera inexistant d'ici midi demain. Elle sera une paria. Bien, dit Amélie, et ce seul mot était plus dur que l'acier. Elle pensa à l'eau glacée. Elle pensa au rire. Et Mathieu, le maître d'hôtel? Il sera traité, dit Adrien. Non, dit Amélie. Ne le renvoyez pas. Adrien parut surpris. Il allait vous renvoyer. Il a choisi une brute plutôt que son propre personnel. Je sais. Et vous lui avez rappelé quel était son travail. Il ne refera plus jamais cette erreur. Il est bon dans son travail quand il n'est pas terrifié. Laissez-le rester. Mais faites-lui savoir qu'il est aussi à mon service. Adrien la fixa,
un lent sourire impressionné se dessinant sur son visage. Richard avait raison. Vous savez déjà comment vous en servir. J'ai été impuissante toute ma vie, Adrien, dit Amélie en se dirigeant vers la fenêtre et en regardant la ville qui était maintenant, de manière incompréhensible, la sienne. Je sais exactement à quoi ça ressemble, et je sais ce que je ne serai jamais. Le lendemain matin, Amélie Vance n'entra pas au Céleste en uniforme de serveuse. Elle entra à 10 heures du matin, flanquée d'Adrien Blanchard et de 2 gardes du corps, vêtue d'une simple et élégante robe bleu marine, les cheveux relevés. Le restaurant était fermé, le personnel rassemblé. Mathieu Rossi se tenait à l'avant, le visage cendré. Amélie s'adressa à eux. Elle leur raconta son histoire. Elle leur dit qu'elle serait leur nouvelle partenaire, et elle leur dit que les jours du « client a toujours raison » étaient terminés. Le client est un invité, dit Amélie, sa voix résonnant dans la salle à manger. Et il vous traitera tous avec le respect que vous méritez. Ce sera un lieu d'excellence, pas un terrain de jeu pour les brutes. Votre dignité n'est pas au menu. Suis-je clair? Oui, mademoiselle Vance, s'éleva du personnel. Elle regarda Mathieu. Monsieur Rossi, vous resterez à votre poste, mais vous me rendrez des comptes maintenant. Oui, mademoiselle Vance, dit-il, sa voix épaisse de soulagement et d'un nouveau respect profond. C'est un honneur. La scène finale de ce chapitre ne se déroula pas dans le restaurant. C'était 2 semaines plus tard. Amélie, l'air reposé et en bonne santé, entra dans la salle du conseil principal du groupe Blanchard. La pièce était remplie de membres du conseil au visage de pierre, tous des hommes, tous plus âgés qu'elle. Ils avaient été convoqués pour une réunion d'urgence. Ils se levèrent tous à son entrée. Adrien Blanchard était au bout de la table, mais il n'était pas assis. Il se tenait près de la chaise, et alors qu'Amélie approchait, il la tira pour elle. Amélie Vance, la jeune fille qui portait autrefois des plateaux d'argent, s'assit à la tête de la table. « Messieurs, dit-elle en ouvrant son nouveau portefeuille en cuir. Commençons. En un instant, la vie d'Amélie Vance fut réécrite. Mais la véritable histoire n'est pas celle de l'argent. C'est celle du poison de l'arrogance et du pouvoir des héritages cachés. Béatrice de la Rochefoucauld, qui voyait les gens comme des objets, devint elle-même un objet de pitié, évitée, divorcée et sans importance. Sa cruauté lui a tout coûté. Et Amélie, elle n'est pas seulement devenue riche. Elle a obtenu justice. Elle a utilisé son nouveau pouvoir non pas pour la vengeance, mais pour la transformation. Elle a révolutionné les conditions de travail dans toutes les propriétés Blanchard et a créé la fondation Léo Vance pour les familles ruinées par les dettes médicales. Elle a prouvé que le vrai pouvoir ne consiste pas à faire s'agenouiller les autres. C'est d'avoir la force de se lever, non seulement pour soi, mais pour tous ceux qui ont déjà été amenés à se sentir petits. La femme riche a jeté l'eau, mais Amélie, avec sa dignité tranquille, a commandé la tempête.